Bien, donc je vous remercie tous d'être présents. Donc pour ce cycle de webinaires sur les usages modernes de l'écrit médiéval, je voudrais remercier l'IRIM, hein, l'Institut d'histoire des représentations et des idées dans les modernités, qui m'accueille cette année en délégation CNRS, hein, et puis qui a aidé sur le plan logistique, notamment la jolie affiche, c'est l'IRIM qui l'a faite, hein, parce que moi je fais des choses qui sont beaucoup moins jolies que ça. Voilà. Alors, moi je vais partager avec vous un certain nombre de réflexions, essayer aussi un bilan bibliographique en forme d'introduction de ce cycle de webinaire, parce que c'est des choses qui me touchent qui me concernent depuis un certain nombre d'années. Et vraiment, c'est très ouvert à la discussion et n'hésitez pas à l'issue. Enfin, j'espère que vous allez me faire plein de remarques, de compléments, d'interrogations. Enfin, voilà. Alors, je partirai donc je repartirai de ce qu'a écrit Joseph Morcel dans l'introduction du colloque de Thouars sur les chartriers seigneuriaux, justement dans la longue durée, qui soulignait que finalement s'interroger sur ce que devenaient les documents médiévaux après le Moyen-Âge revenait à poser la question de la connaissabilité des sociétés médiévales, hein, et notamment des effets finalement que produisent les usages postérieurs au Moyen-Âge de la documentation médiévale et les conditions de transmission dans lesquelles elle est arrivée jusqu'à nous. Alors, avec un problème qui me semble important d'évoquer un peu, qui est justement la question même de la définition de médiéval, puisque c'est pour ça que j'avais mis des guillemets à mon propre titre. Je ne l'avais pas mis pour le titre général pour prendre personne en otage, mais j'avais mis des guillemets à mon propre titre parce que finalement, ce qui est médiéval pour nous n'était pas médiéval forcément pour les gens du XVIe siècle, du XVIIe, voire même parfois du XVIIIe, ça dépend des cas. Alors, pour évoquer cette question-là, j'utiliserai les travaux de Jürgen Voss et de Jean-Daniel Morero, qui me semblent malheureusement être encore trop méconnus de beaucoup de médiévistes. Hein. Très souvent, quand les médiévistes parlent de la jeunesse du Moyen-Âge, c'est un peu le mythe mémoriel habituel sur Pétrarque et puis les humanistes. Or, en fait, Jürgen Voss et surtout Jean-Daniel Morero ont montré que c'était pas tout à fait ça. Jean-Daniel Morero en particulier a montré que en fait la première apparition de l'idée de Moyen-Âge comme une période chronologique de l'histoire, elle est au XIIIe siècle et elle est chez Bonaventure, hein, dans un contexte polémique. Et chez Bonaventure, il s'agit d'expliquer que, je simplifie à l'extrême, hein, l'Église originelle, l'Église primitive était pure, enfin, elle était dénuée de richesse, que l'Église s'est enrichie au fil du temps, et donc ça c'est le Moyen-Âge, et que évidemment les franciscains veulent le retour à la pauvreté apostolique originelle. Hein. Donc on a un schéma qui est bien un schéma ternaire, hein, où le Moyen-Âge joue bien un rôle pas très positif, hein, même si Bonaventure ne va pas très loin dans la condamnation évidemment de l'Église, parce que ça pourrait lui poser des problèmes et puis ça ne sert pas forcément ses intérêts, et l'idée d'un retour. Alors, Morero montre aussi que chez les humanistes italiens, en fait, la notion de Moyen-Âge est peu employée, hein. On a quelques mentions, et en fait, le moment où la notion de Moyen-Âge va vraiment exploser, c'est à partir du XVIe siècle, et c'est en particulier
d'abord en terre impériale, parce que c'est dans le cadre de la réforme. En fait, ce sont les réformés qui vont se réapproprier cette notion de Moyen-Âge, hein, et qui évidemment permet de condamner l'évolution de l'Église, hein, donc retrouvant en quelque sorte le discours de Bonaventure, alors avec le problème que Morero d'ailleurs ne résout pas, à mon sens, et moi pour ma part je n'ai pas les moyens de le résoudre, c'est est-ce que les réformés ont lu Bonaventure et s'inspirent directement de Bonaventure, ou est-ce que la notion de Moyen-Âge transite par effectivement les humanistes italiens. Mais en tout cas, c'est à ce moment-là qu'on a le développement d'un discours très important sur la notion de Moyen-Âge comme période chronologique, hein, et comme période chronologique qui est vue de manière plutôt négative, péjorative. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça ne prend pas du tout en France, par exemple. Hein. Chez Pasquier, le Moyen-Âge, c'est n'importe quelle période intermédiaire. Il y a un Moyen-Âge de l'Antiquité, il y a le Moyen-Âge de la vie. Hein. Alors, il y a une mention chez Pitou en 1572, mais Pitou est un réformé, et en plus, à ce moment-là, c'est une mention unique. Et à ce moment-là, il parle justement de documents d'origine impériale, hein, d'origine germanique. En fait, Myriam Yardeni a bien montré qu'en France, au XVIe et dans la première moitié du XVIIe siècle, ce qui fait période chronologique, c'est la France. C'est-à-dire qu'il y a l'Antiquité, et à la fin de l'Antiquité, il y a la France. Et la France, pour les gens du XVIe et du XVIIe siècle, ça va jusqu'à nos jours. Hein. Et puis quand on a besoin de subdivision, eh bien, on prend les trois races, entre guillemets, royales, c'est les trois dynasties, mérovingiens, carolingiens, et puis capétiens. Hein. Et éventuellement, il y a une autre chronologie d'ailleurs qui est plus ancienne et qui est concurrente, qui est celle des trois âges de la grâce. Hein. Donc la notion de Moyen-Âge ne se diffuse en France très progressivement qu'à partir de 1640. Hein. Le premier travail, à mon sens, qui utilise beaucoup chez les Français le terme de Moyen-Âge, c'est l'ouvrage de Pierre de Marca sur l'histoire de Béarn. Donc, vous voyez que déjà, est-ce que les modernes considèrent que les documents dits médiévaux sont médiévaux? Ben, ça dépend où, ça dépend quand, et ça dépend qui. Hein. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'ensuite, ça se diffuse assez vite, puisque par exemple, chez Mézeray, donc là aussi dans les années 1640, on va retrouver l'emploi de Moyen-Âge. Le fait que le Moyen-Âge ait été non pas inventé, mais diffusé, repris, approprié chez les réformés et en contexte plutôt germanique, fait que c'est dans l'Empire que le débat va se nouer sur la définition chronologique du Moyen-Âge. Hein. Et là encore, ce sont d'abord les réformés qui vont se poser la question de quand est-ce que commence le Moyen-Âge et de quand est-ce qu'il s'arrête. Et très souvent, en fait, les bornes qu'il propose, alors il y a une borne qui est assez fixe, c'est 1517, c'est les thèses de Luther, c'est la fin du Moyen-Âge. Hein, et on voit tout de suite combien la notion a une valeur de charge polémique et ecclésiologique. Et le début, c'est parfois 600, c'est parfois 700, mais en général, on est dans ces eaux-là. Alors, ça, c'est ce qui se fait, ce qui se propose jusqu'au milieu du XVIIe siècle. À partir du milieu du XVIIe siècle, la notion devient moins polémique, et mais il y a continuité d'un débat sur les bornes du Moyen-Âge qui, en Allemagne, est vu essentiellement sous l'angle de la translatio imperii. Donc, je vous ai affiché un certain nombre de bornes qui sont proposées, de 395 à 1273, ou bien de Odoacre en 476 à la réforme de Maximilien Ier en 1495, du couronnement de Charlemagne en 800 à la réforme de Maximilien Ier en 1495. Hein. Et puis, on sait que tout ça débouche dans les années 1680 sur la proposition de Christophe Keller, hein, qui définit le Moyen-Âge comme l'époque allant de la fondation de Constantinople à la prise de Constantinople, hein, donc un Moyen-Âge qui se veut universel et qui cette fois-ci est défini par l'Empire byzantin. En France, il n'y a pas vraiment de débat. Les gens utilisent Moyen-Âge, mais il n'y a pas vraiment de discussion. Jürgen Voss note qu'on a souvent beaucoup de mal à comprendre précisément ce que c'est que le Moyen-Âge pour ses auteurs, parce qu'ils ne donnent pas de bornes. Et finalement, la seule institution
qui tient un discours un peu explicite sur ce que c'est que le Moyen-Âge, c'est l'Académie française, hein, qui donne une définition culturelle et littéraire en 1694, donc les auteurs qui ont écrit depuis la décadence de l'Empire romain jusque vers le Xe siècle ou environ. Hein. Donc, vous voyez que finalement, cette notion de Moyen-Âge est problématique, hein, et qu'il n'est pas certain du tout que les modernes, si on veut bien les appeler comme ça, quand ils utilisent des documents médiévaux, quand ils travaillent des documents médiévaux, eh bien, entendent la même chose que nous dans cette question de Moyen-Âge. Hein. Voss montrant que ensuite la notion de Moyen-Âge en France va être appropriée très très lentement au cours du XVIIIe siècle et au cours du XIXe siècle, hein, et c'est seulement au XIXe siècle en fait qu'elle s'impose vraiment comme étant une période chronologique. Alors, après cet excursus, hein, qui discutait la pertinence de la notion de médiéval et le problème que ça suscite finalement, et qui en fait visait à poser la question de la continuité, c'est-à-dire qu'on voit bien que en France au moins, les documents médiévaux ont pu être approchés de manière plutôt sous l'angle de la continuité, hein, ce qui est peut-être moins le cas, par exemple, en Allemagne. Alors, deuxième problème, qui est un problème qui me tient à cœur depuis longtemps, parce que vous allez comprendre pourquoi, c'est la question de faire de l'histoire médiévale avec des copies modernes. Alors, c'est une question qui, quelque part, ne pose pas de problème aux philologues. François Dolbeau, par exemple, a beaucoup insisté sur la nécessité de faire feu de tout bois et de ne pas hésiter à rechercher des textes médiévaux où qu'ils se trouvent, dans des manuscrits médiévaux évidemment, mais aussi dans des manuscrits modernes. Et on voit bien que là, les philologues, oui, ont un habitus disciplinaire qui fait que ça ne leur pose pas de questions. Pour les historiens, c'est quand même plus compliqué. Pour un médiéviste, faire de l'histoire du Moyen-Âge avec une documentation moderne, ça interroge. Et pourtant, on y est obligé. On y est obligé parce que, parce qu'il y a des choses qui s'imposent. Moi, dans ma thèse, j'ai travaillé sur le dossier hagiographique de Saint-Vivien de Saintes, et on a 3 vies de Saint-Vivien de Saintes, hein, je vous ai noté les numéros. La première, qui est la plus connue, 1324-1325, qui est la vie primitive, hein, qui est la vie rédigée au VIe siècle, si mes souvenirs sont bons, 5e, 6e siècle, donc la plus proche du saint. On a ensuite 1326, qui est une probable réécriture carolingienne, en tout cas c'est ce que j'avais proposé. Et puis on a 1329. Et 1329 n'est même pas publié, puisque les bollandistes n'ont donné que des extraits dans les Acta Sanctorum. Et cette vie, il la tire d'un manuscrit dans une église paroissiale, et ils l'ont écartée. Ils l'ont écartée parce que, de leur point de vue, elle est délirante. C'est la plus tardive, et effectivement, elle ne dit rien sur le Saint-Vivien historique qui a vécu, qui a été évêque de Saintes dans l'Antiquité tardive. Le problème, c'est qu'il y a un certain nombre d'indices textuels qui, d'après ce que les bollandistes ont publié, les extraits, qui montrent qu'il y a des concordances avec ce qu'on trouve dans au moins certains bréviaires médiévaux de Saintes. Ce qui veut donc dire que cette vie 1329, qui n'est connue que par une copie moderne, hein, puisque François Dolbeau a eu la gentillesse de contacter les bollandistes qui m'ont fourni la transcription intégrale de la vie en écriture moderne. Il faudra un jour que je prenne le temps d'éditer ce dossier. Donc, qui n'est connu que par une copie moderne. En fait, c'est cette vie-là qui était en usage pour le culte dans la seconde moitié du Moyen-Âge, dans le diocèse de Saintes. Hein.
Et donc, alors, on a un double effet là de la transmission moderne, parce que d'une part, évidemment, l'optique bollandiste de se rapprocher du Saint-Vivien historique a pesé sur le dossier de Saint-Vivien, qui fait que c'est essentiellement BHN 1324-1325 qui ont été étudiés. Alors qu'à Figeac, où on revendique le corps de Sainte, c'est 1326 qui était utilisé, et à Sainte, où on dit qu'on a quand même conservé le corps de Saint-Vivien, eh bien, c'était probablement plutôt 1329. Pourquoi est-ce que ça pose problème quand même pour les médiévistes d'utiliser cette documentation moderne? Je relierai ça à la question de la nouvelle érudition, hein, ou de l'érudition transfigurée d'Olivier Guyot-Janin, qui est le mouvement de retour aux sources aussi, hein, qu'on a vu avec le beau volume consacré à Michel Paris, c'est-à-dire l'idée de travailler sur les manuscrits médiévaux, sur les parchemins médiévaux, comme étant non pas seulement des recueils d'informations, mais comme étant des objets qu'il faut étudier, questionner pour faire de l'histoire. Or, évidemment, le problème à ce moment-là pour le médiéviste, c'est qu'il n'a plus affaire à des objets médiévaux, mais il a affaire à des objets modernes, soit des manuscrits modernes, soit même des imprimés modernes. Et alors évidemment, on pourrait se dire, bah, après tout, tant pis, les médiévistes, ça travaille sur des objets médiévaux. Le problème, c'est que si on dit ça, eh bien, il y a des secteurs entiers de la recherche en histoire médiévale qui sont condamnés à disparaître. Saint-Géraud d'Aurillac, qui est un sujet cher à mon cœur au Moyen-Âge, on n'a aucun original, aucun parchemin avant 1230. L'abbaye a été fondée vers 899. Donc, si on décide qu'on se concentre uniquement sur ce qui est médiéval, exit. Saint-Benoît-sur-Loire, si j'ai bien compris ce que j'ai lu, c'est pas mieux. Et je crois que, d'après ce que j'ai lu, Cécile Treffort fait le même constat pour beaucoup de monastères charentais ou de Saintonge. Alors, je me suis amusé à interroger la base cartulaire sur l'ancienne région administrative Auvergne. Et voilà le résultat. Alors, j'ai écarté deux résultats un peu bizarres, parce qu'ils ne sont pas du tout en Auvergne, hein. Le livre des compositions des contes de forêt et le Bonafous, ce n'est pas en Auvergne. Donc, voilà le résultat, hein. Donc, on a 10 cartulaires qui sont effectivement médiévaux. Pébrac, alors Pébrac, il pose problème parce qu'il est perdu, mais bon, il ressortira certainement, hein. Il était à l'évêché du Puy, le cartulaire chamalière est ressorti, donc à mon avis, il ressortira. Donc je l'ai compté comme étant original. Donc voyez la liste, hein. Et puis les cartulaires qui sont connus par des copies modernes. Et Saucilange, Brioude, Chanteuge, et enfin bon, si je fais le décompte, on est quand même sur 20 cartulaires médiévaux à l'origine. Il y en a 12 qui ne sont connus que par des copies modernes. Et si on fait quelque chose d'un peu plus qualitatif, hein, Saucilange, le Brioude, ce sont les cartulaires qui sont, et Saint-Chaffre, ce sont les cartulaires qui sont les plus riches en actes, d'abord en nombre, et ensuite en actes les plus anciens, 9e, 10e, 11e siècle. Donc si on écarte les copies modernes, eh bien, on est totalement coincé, hein, si vous me passez cette expression familière. Alors évidemment, en fait, pourquoi je dis c'est un effet de la nouvelle érudition? Parce que tous ces cartulaires, de toute façon, ont été publiés, donc ils sont imprimés. Donc tant que, dans les années 50, 60, 70, on travaillait sur les éditions du 19e siècle, le problème ne se posait pas, en fait. L'impression 19e, en fait, camouflait le fait qu'à la base, on n'avait pas des manuscrits médiévaux, mais on avait des manuscrits modernes. Évidemment, le retour aux manuscrits pose la question de qu'est-ce qu'on en fait, hein. J'ai toujours sur la base cartulaire, je me suis amusé à interroger, alors là, je me suis limité aux bénédictins, hein, avant, j'avais tout pris, mais d'autres régions. Donc, vous voyez que le Limousin, hein, on va avoir Solignac, deux fois, Vigeois et Beaulieu,
où on a des manuscrits médiévaux, avec Beaulieu qui pose problème parce que en fait, l'édition de Deloche, elle est faite sur des copies modernes, et soi-disant qu'il a collationné avec le manuscrit médiéval, et j'ai l'impression qu'en fait, il a collationné une vingtaine d'actes, et après, il a laissé tomber. Et puis, vous voyez qu'ensuite, la majorité des cartulaires limousins, eh ben, en fait, ils ne sont connus que par des copies modernes. Et on a là-dedans Saint-Martial, Tulle, Ugerche, et même un autre cartulaire de Solignac. En Aveyron, là aussi, c'est très partagé. Conques, on a un manuscrit médiéval, mais Vabre n'est connu que par les copies d'Oa. Et alors, le Lot, c'est le pire de tout, puisque là, on n'a que des copies modernes. On n'a pas de cartulaire médiéval bénédictin dans le Lot. C'est pas mieux si on se tourne vers l'historiographie monastique bénédictine dans le Massif central. On s'était affronté à cette question avec Catherinette Baudarvé quand on a publié les Nomina Abbatum de Conques dans la revue Mabillon, puisqu'on n'a que des copies modernes. Je vous ai mis la copie d'Oa et puis la copie Lacoste, qui était à la bibliothèque municipale de Cahors, qui était restée inédite. Et d'ailleurs, on n'a que des copies modernes et une édition moderne par Don Marten. Bon, c'est la même chose pour les Gesta Abbatum d'Aurillac, de Figeac, pour la chronique de Saint-Pierre le Monastier du Puy, pour la chronique d'Étienne Maleux en Limousin, donc, qui a fait l'objet de la thèse de Pauline Bouchot en 2018. Donc il y a là des enjeux épistémologiques et méthodologiques lourds, alors sur lesquels Jérémy Delmule et Aude Morvan ont organisé 2 journées d'études en 2019 à l'IRHT et à Bordeaux en 2020, qui sont à paraître et qui vont donc certainement permettre d'approfondir la réflexion. On peut quand même, en attendant cette parution, faire fond sur Marie-Louise Auger, la collection de Bourgogne, qui me semble, en 1987, avoir bien posé les bases de comment faire, puisqu'elle a étudié à la fois les copies mauristes qu'il y a dans cette collection de Bourgogne, et elle avait la chance qu'il y a aussi des originaux. Et en particulier, alors elle a contextualisé les opérations de copie, et ça me paraît effectivement une méthode absolument nécessaire. Et puis, elle a comparé les transcriptions quand on pouvait, parce que le réflexe des médiévistes, souvent, c'est de ne prendre que les copies. Si on a des originaux, c'est pas la peine de regarder les copies. En fait, si on a des originaux, il faut aussi regarder les copies, parce que ça permet de se faire une idée de la qualité des copies en question, de la qualité du déchiffrement paléographique, de la qualité de la fiabilité du copiste moderne. Et donc, du coup, ça permet d'approcher plus facilement les copies pour lesquelles, là, pour le coup, on n'a plus les originaux, et donc on est obligé de se fier uniquement aux copies. Alors, c'est ce que moi-même, j'avais essayé pour le Gis Humanité de faire à partir de Vacher de Bourlange, qui est un avocat aurillacois du XVIIIe siècle, qui a travaillé pour le cabinet des chartes de Moreau, qui s'était formé auprès de Domverdier Latour à Mauriac, et puis, donc un mauriste, et puis qui avait travaillé aussi à l'inventaire des archives municipales d'Aurillac. Et alors, il suit de manière très, très scrupuleuse les consignes du cabinet des chartes. Vous avez là un extrait de sa copie du diplôme de Charles le Simple pour Saint-Géraud d'Aurillac en 899. Et vous voyez qu'il fait un facsimilé des premières lignes du diplôme, du Crismon. Alors, la question, évidemment, c'est quelle est la qualité de ce facsimilé, et aussi comment il l'a fait, d'ailleurs. Bon, c'est problématique, d'ailleurs, parce qu'il explique que quand il fait le facsimilé, pendant ce temps-là, le copiste ne peut pas travailler, donc le copiste proteste, parce que comme il est payé à la ligne, il perd du temps, et donc il perd de l'argent. Et c'est là où c'est avantageux d'avoir un original. Donc là, vous avez en haut l'original d'une charte de 1230, qu'on a encore aujourd'hui aux archives départementales du Cantal, et puis la copie en facsimilé qu'a faite Vacher de Bourlange, toujours pour la collection Moreau, pour le cabinet des chartes. Alors, et c'est là qu'on s'aperçoit que, bon, globalement, le facsimilé est assez fidèle, mais d'abord, c'est pas un calque, puisqu'on voit bien que c'est pas les mêmes dimensions, et surtout, vous voyez que le mot amen, comme il n'est pas sur la même ligne, alors il est très scrupuleux, du coup il ne l'a pas fait en facsimilé, pour bien montrer qu'il
il avait lui-même perturbé, hein, parce que la taille de sa feuille n'est pas la même que celle du parchemin, il l'a mis en écriture de son époque. Hein. Et donc, ce n'est pas un calque, c'est fait dans son cas, c'est fait à main levée. Hein. C'est relativement fidèle. Après, si on va vraiment dans le détail, bon, il y a vraiment une recherche d'imitation des lettres. Il y a quand même des moments où il se fait avoir. Hein. Par exemple, sur Abbas, on voit que la barre transversale qui traversait les astes DB a disparu. Hein. Sur le nom de Morse qui suit, eh bien le M, la barre du M qui plongeait très nettement sous la ligne, bah, en fait, dans le facsimile de Vacher de Bourlange, elle descend nettement moins sous la ligne, alors que par exemple pour Notum, il a relativement bien réussi son coup. Hein. Donc voilà ce qu'on peut faire, hein, quand on compare ces originaux et ces transcriptions. Alors, dernier problème, c'est que non seulement on est parfois obligé de travailler à partir de copies modernes, mais on est parfois obligé de travailler même à partir d'éditions modernes. Hein. C'est un problème que j'ai rencontré, et là ça pose des problèmes d'ecdotique que j'ai pas du tout résolus. En fait, j'ai fini par faire comme si c'était un manuscrit, mais tout en sachant que c'était pas un manuscrit. Donc, c'est pour le testament de Géraud d'Aurillac en 909. Eh bien, en fait, le meilleur témoin, c'est le texte publié par Dominique de Jésus en 1635. Hein. Et donc là, c'est un texte qui est publié, qui est imprimé, et non pas un texte manuscrit. Alors, ce qui n'empêche que on est quand même obligé de le combiner avec deux autres ou un autre témoin, je ne sais plus, parce qu'il y a quand même 2-3 endroits où le texte de Dominique de Jésus est moins bon que les autres. Mais le témoin quand même, globalement, le plus solide, c'est celui publié par Dominique de Jésus. Voilà, donc mais on le sait bien en fait, mais c'est un vrai problème pour un certain nombre de médiévistes de devoir travailler avec des éléments modernes. Alors, c'est pour ça que j'avais parlé d'usage en fait, parce que usage, ça permet de prendre en compte à la fois la transmission moderne de l'écrit médiéval et la réception. Alors je m'aperçois qu'en fait je suis en train d'être très très bavard et je vais faire ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est-à-dire que je vais exploser mon temps, donc je vais aller assez vite. Bon, c'est des questions qui ont d'abord été des questions réservées en France à l'école des Chartes et à l'IRHT. Hein. Jacques Le Goff quand même avait souligné hein, l'intérêt quand il parlait de documents monuments. Alors il y a une phrase hein, sur le fait que le document a traversé le temps des époques successives pendant lesquelles il a continué à vivre ou à être oublié. Alors on a vu hein, se multiplier ces dernières années des travaux sur la transmission notamment archivistique. Hein. Bon, la thèse de Sébastien Barret, bien sûr, la thèse d'école des Chartes de Yann Potin. Il y a eu tout un travail majeur autour de Saint-Maurice d'Agone depuis 2000 hein, sur le classement du chartrier au XVIIIe siècle hein, et l'inventaire de chartriers classés au XVIIIe siècle et qui a débouché sur une publication par Bernard Andenmatten et Laurent Ripard. Le colloque de Thouars dont j'ai parlé. Pierre Chastan aussi, hein, dans le livre tiré de son HDR, a souligné l'importance de ce qui s'est passé à l'époque moderne pour l'histoire des archives municipales de Montpellier. Hein. Les travaux d'Arnaud Delair sur Abondance, mais il nous en parlera, je pense. La thèse de Coraline Ray, elle aussi, elle nous en parlera. Et puis Michael Bloch hein, sur le chartrier de la Trinité. Et puis, on a maintenant une belle synthèse sur l'archivistique et ses enjeux étatiques en Europe avec Randolph Head en 2019. Et puis, il y a eu un numéro des Annales extrêmement précieux, là aussi, sur le thème des archives. Hein. Donc, c'est un sujet, Olivier Pensée le dit souvent, c'est un sujet qui est à la mode. Alors, moi, j'ai des questions et je n'ai pas trouvé grand-chose dans la bibliographie. Alors, il y a certainement des choses que je ne connais pas sur les archives des prieurés, par exemple. Hein, puisqu'on a en Haute-Loire le cas de Polignac, qui était un prieuré de Pébrac,
fondé en 1162, repris par les Polignac, redonné en 1142, et puis qui, en 1588, passe au collège jésuite du Puy. Et aujourd'hui, dans la série D, c'est pas la série 6D, pardon, hein, c'est une erreur, c'est la série D. Dans la série D, donc du collège jésuite du Puy, eh bien, on a un original de 1142, des copies de l'acte de 1062, l'inventaire des titres du prieuré, et vous voyez que ces titres du prieuré commencent en 1247, et puis des terriers des 14e et 15e siècles, hein, ce qui veut donc dire, je pense, que le prieuré de Polignac, dépendant de Pébrac, eh bien, avait ses propres archives qui sont manifestement passées aux jésuites en 1588. Donc il y a aussi cette question qui me semble avoir été moins explorée de ces archives de petites dépendances, hein, des prieurés. La question des inventaires, il y a eu des travaux essentiellement sur les inventaires plutôt seigneuriaux, hein, Olivier Guyot-Janin, et puis le volume collectif dirigé par Maria de Lourdes Rosa et Randolph Head sur les inventaires des archives familiales. Hein. Il me semble qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur les inventaires. En fait, on a énormément d'inventaires modernes qui évidemment comprennent des mentions de documents médiévaux, et qui sont peut-être sous-exploités. Moi, j'aimerais bien aussi attirer l'attention sur la question des copies informes. On connaît très bien la question des copies notariées qui ont une validité publique. Il me semble qu'on connaît un peu moins bien ces copies informes, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de validité. Alors, j'avais travaillé sur certaines d'entre elles pour Saint-Géraud. Bon, c'est le cas de 4G18, c'est la copie d'un hommage de 1297. Et ce qui m'avait intéressé, c'est qu'il y avait des annotations marginales. Donc le texte latin était annoté en marge en français, et qui me laissait à penser qu'en fait, il s'agissait d'une copie outil de travail. C'est-à-dire que, parce que ce sont des identifications de lieux, et puis vous voyez aussi des identifications des droits qui sont mentionnés dans l'acte. Hein, et donc, je pense qu'en fait, la copie, d'une part, permettait d'avoir un accès au texte déchiffré, hein, parce que je pense que tout chanoine, puisque Saint-Géraud est devenu un chapitre de chanoine au XVIIIe siècle, tout chanoine ne pouvait pas lire les actes médiévaux, hein, donc là, ça permet d'avoir un accès direct. Et puis, même en fait, avec ces annotations, eh bien, on a une idée du contenu et même des lieux qui peuvent être concernés et parfois très précis. Hein, Vésis, par paroisse de Reilhac en Limousin, hein, c'est très précis. J'arrive plus. Si. Bon, bien sûr, il y a les grandes entreprises de copie qui, elles, ont été étudiées et surtout parfois numérisées. Les manuscrits mauristes ont été numérisés et Jérémy Delmul a mis en ligne sur les Analecta Morina l'ensemble, enfin les liens d'accès à ces manuscrits. La collection Moreau, elle n'est pas numérisée ou pas, enfin, il n'y a que des bouts. Mais elle est inventoriée grâce à Benoît Toc jusqu'au tome 111, hein, mais il reste à faire la suite de l'inventaire. Pour la collection Doha, on a un inventaire extrêmement succinct et alors l'un des problèmes que je voudrais soulever, c'est est-ce que ça n'aurait pas un intérêt de faire numériser ces collections, hein, Cabinet des Chartes, collection Moreau et collection Doha, qui sont des réservoirs extrêmement précieux d'actes. Hein. Il me semble qu'il faudrait y réfléchir. Et puis, c'est aussi la transmission moderne des textes médiévaux, c'est aussi des publications, des éditions. Hein. Alors, dans le corps du texte, on voit ça dans les centuries de Magdebourg et dans les annales ecclésiastiques de Baronius, mais aussi chez des jésuites comme Gisset ou un carme comme Dominique de Jésus. C'était aussi le cas de Pasquier au XVIe siècle, ou bien à part, comme preuve. Hein. Et là, il y a eu des travaux très importants d'Olivier Poncet sur les preuves des historiens généalogistes, hein, Duchesne et compagnie, que Croce avait condamné à l'enfer historiographique, mais que Emmanuel Bury et Olivier Poncet ont tiré de leur enfer, et puis de Frédéric Gabriel dans le cadre du gallicanisme. Hein. Et cette façon de publier les textes médiévaux comme preuve débouche aussi
enfin, va de pair et débouche, parce que le mouvement est antérieur, sur des mouvements d'édition de textes, hein, extrêmement nombreuses et dont on profite encore aujourd'hui, hein, avec là encore tout un tas de cas de figure où certains textes ont été perdus, pas tous, hein. Ce qui est intéressant, c'est que il y a des phénomènes de lecture croisée, c'est-à-dire que par exemple, quelqu'un comme Dominique de Jésus que j'ai étudié, il n'est pas, enfin, dans ce qu'on connaît, il n'est pas du tout en relation avec le réseau de Duchesne, Bailly et compagnie. Il n'apparaît pas dans les correspondances, mais en revanche, en fait, il les lit. Il les lit, il les cite, il utilise les textes qu'ils ont publiés, hein. Et donc, on voit bien que ça conduit à une démultiplication de l'information qui était disponible sur les textes médiévaux, à des réflexions croisées. Et je me demande du coup s'il ne faut pas placer très en amont, hein, Joseph Morcel a beaucoup insisté sur le mouvement de textualisation de l'histoire au XIXe siècle. La textualisation, c'est-à-dire la réduction de l'écrit à son seul contenu verbal, et du coup je me demande si en fait il ne faut pas voir une amorce de ce mouvement de textualisation dès le XVIe, voire le début du XVIIe siècle, hein, dans ces publications de preuves et de documents. Parce que finalement, même les textes publiés par les Mauristes, même si Mabillon insiste beaucoup dans le De Re Diplomatica sur les dimensions matérielles de l'écrit médiéval, évidemment, en fait, quand les Mauristes publient des textes, la dimension matérielle de l'écrit médiéval, elle disparaît. Donc en fait, ça sert à évaluer l'authenticité des actes, mais une fois qu'on les publie, ils sont réduits à l'état de texte. Alors, sur la question de la réception, il me semble que c'est quelque chose sur lequel les médiévistes ont assez peu travaillé, hein. J'ai regardé le texte d'Olivier Guyot-Janin et Laurent Morel sur la réception de l'acte médiéval. On parle un petit peu de la tradition par les copies modernes et l'érudition moderne, mais pour l'essentiel, il s'agit de la réception médiévale de l'acte médiéval. Et on retrouve la même chose, hein, chez Giulio Escalona et Hélène Cyr-Antoine, avec donc le fait qu'on travaille dans la durée, hein, la deuxième vie des actes, mais en se limitant au Moyen-Âge. Une exception étant le travail de Ludolf Kurenbourg sur le censier de Prüm, qui a retracé toute l'histoire du censier de Prüm du Moyen-Âge jusqu'au XXIe siècle et de la réception, hein, donc y compris par exemple quand Leibniz en parle, etc. Il me semble que c'est plutôt chez les littéraires en fait qu'on s'est interrogé sur la réception des textes médiévaux, hein, alors avec Nathan Endelman, qui s'intéresse quand même surtout aux textes littéraires et à leur lecture au XVIIe siècle, même s'il n'y a pas que ça. Bon, si j'ai bien compris ce que Vincent Ferré a écrit, le médiévalisme anglophone, lui, s'est focalisé surtout sur le XIXe siècle, mais il y a le travail d'HDR de Sébastien Douchet, que j'ai découvert récemment, sur la réception de la littérature médiévale au XVIIe siècle, et il a d'ailleurs conduit un dossier sur la vie post-médiévale des artefacts médiévaux que vous pouvez retrouver en ligne. Il me semble en revanche que les modernistes ont été plus sensibles à cette question-là, parce que les textes médiévaux ont pu servir à la polémique confessionnelle et à la construction confessionnelle au XVIIe siècle. Et c'est dans ce cadre-là, hein, que prend part l'érudition mauriste et bollandiste. Il y avait eu d'ailleurs un numéro de la revue XVIIe siècle, hein, sur ces questions. Et il est assez intéressant de remarquer que la réception de Jürgen Voss, elle s'est faite uniquement, enfin en tout cas sur Percé, elle s'est faite uniquement dans des revues modernistes, hein. La revue d'histoire moderne et contemporaine est XVIIIe siècle. Les revues de médiévistes n'en parlent pas. Alors, bon, il y a vraiment beaucoup de travaux en historiographie et en pratique de l'érudition à l'époque moderne, et je les ai marqués, mais je ne vais pas tous les citer. Un tournant, à mon avis, intéressant, c'est le colloque de Fangeau, hein, sur historien moderne et Moyen-Âge méridional. En tout cas, moi, ça nourrit ma réflexion.
qui justement mêlait modernistes et médiévistes, hein, sur cette question de l'historiographie et de l'érudition moderne du Moyen-Âge. Et puis là aussi, il y a des propositions intéressantes de Randolph Head qui replace le De Re Diplomatica de Mabillon en 1681 dans l'histoire de l'autorité des archives et notamment le problème du ius archivi, hein, puisqu'il l'oppose à Fritsch, qui défendait l'idée que ce qui fait l'autorité de l'archive, c'est la qualité du dépôt, en fait. Hein. C'est-à-dire que, en fait, les archives auxquelles on pouvait se fier pour Fritsch, c'était les archives princières, les archives étatiques, les archives publiques peut-être, on peut oser le mot, les archives des villes. Et il me semble d'ailleurs que, alors que Mabillon, lui, hein, défend l'idée que ce qui fait l'autorité d'un document, c'est sa dimension propre, hein, son authenticité propre. Hein. Et en ça, d'ailleurs, il est quelque part l'héritier de Valla, mais aussi d'ailleurs des interrogations qu'avaient soulevées des gens comme Justel ou comme Belli, et même en fait d'une tradition juridique médiévale hein, qui quand même s'interrogeait sur les critères d'authenticité. Alors que je me demande, mais bon, là peut-être que je dis n'importe quoi, je me demande si le ius archivi n'est pas un peu héritier de la conception de l'autorité médiévale de l'autorité, parce que finalement dire ce qui fait l'autorité du dépôt, c'est le fait que c'est un dépôt public du prince ou des villes, c'est pas très loin de ce que Bernard Guénet avait dégagé, hein, c'est-à-dire qu'on a une hiérarchie des autorités au Moyen-Âge, et on a donc l'autorité du pape quand il confirme un acte, des rois, etc. Et puis on descend comme ça des évêques et on descend la hiérarchie des autorités. En tout cas, il me semble que cette querelle du ius archivi, elle rebondit aussi quelque part avec l'anglais Dufresnoy dans l'encyclopédie, donc au milieu du XVIIIe siècle, puisque l'anglais Dufresnoy alors, fait un long article sur la diplomatique, où il fait la synthèse des travaux de Mabillon, de la nouvelle diplomatique de Tassin et Toustain, et puis évidemment des querelles, notamment la querelle de Germont. Mais il y a une espèce de perfidie à la fin où il explique que tout ça, en fait, c'est bon uniquement quand on travaille sur les archives ecclésiastiques. Quand on travaille sur des archives qui viennent de l'État ou des villes, là, il n'y a plus besoin de ces critères de discernement diplomatique des faux, parce que dans les archives de l'État et des princes et des villes, il n'y a pas de faux. Autre élément à souligner, c'est l'importance de la notion d'antiquarisme, hein, que Arnaldo Momigliano avait mise en valeur, qui avait été reprise par Peter Miller à propos de Pérez, et qui en fait s'applique aussi aux documents médiévaux, parce que l'antiquarisme, c'est une façon d'approcher le passé différente de l'histoire au XVIIe siècle, dans laquelle on est moins sensible à l'idée de récit que à l'idée d'étudier les traces du passé. Hein. Pour faire très simple, c'est vraiment très très résumé. Alors c'est une notion qui a été assez peu utilisée pendant longtemps dans l'historiographie française, et puis que Odile Parcis-Parubé a mis à l'honneur avec son travail sur les antiquaires du XIXe siècle. Et désormais, on a deux programmes. Hein. Il y a un programme de Véronique Krings et de Aude Morvan sur donc les antiquaires, et puis évidemment les travaux d'Anne Ritz-Gilbert sur la collection Guénière, et qui donne lieu là aussi à un programme que vous pourrez retrouver. Et donc on voit bien que ce nous, puisque ces antiquaires évidemment transmettent des objets, et Momigliano avait beaucoup insisté sur la dimension matérielle, parce qu'évidemment en tant qu'antiquisant, ce qui l'intéressait, c'était les antiquaires qui s'intéressaient aux médailles, aux bâtiments, etc. Mais en fait, les antiquaires transmettent aussi des inscriptions, et ils transmettent aussi des textes. Ils s'intéressent aussi aux écrits. Hein. Et on peut d'ailleurs discuter, alors Mabillon je ne crois pas, parce que Mabillon il se dit historien, mais par exemple quelqu'un comme Mestienneau, il utilise très souvent dans ses ouvrages le titre d'antiquité. Donc on peut, alors il utilise histoire aussi, donc on peut se demander s'il n'est pas à cheval sur les deux, et j'ai l'impression d'ailleurs qu'il y a pas mal d'ouvrages au XVIIe siècle qui s'appellent Antiquité et Histoire.
Ce qui est vrai, c'est que si on revient au De Re Diplomatica, eh bien, il dit bien qu'on a trois disciplines, hein, qu'il est utile pour trois disciplines: historique, antiquariam, donc l'antiquarisme, et forensem, donc le droit. Hein. Et là aussi, c'est la lecture juridique des écrits médiévaux, c'est quelque chose on a mis en valeur depuis un certain temps. Hein. Jean-Pierre Devrouet, encore récemment au Collège de Belgique, en ligne, expliquait comment Nicolas Delamarre, lieutenant de police, s'inspirait des capitulaires carolingiens. C'est quand même assez fascinant. Et Flossel Sabaté me disait combien en Catalogne on a continué jusqu'en 1823 à faire fond sur des écrits médiévaux, hein, en particulier pour les droits de justice des monastères. Les monastères ont fait réaliser des recueils d'écrits défendant leurs droits de justice au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle, et qui continuent d'être utilisés jusqu'en 1823. Alors, je voudrais terminer en soulignant le fait que en matière de réception juridique, on peut appliquer ce que Cerchini appelait l'éloge de la variante. Vous avez là une copie du même diplôme de Charles le Simple en 899, aux archives départementales du Cantal, que je tiens de Béatrice Fourniel, que je remercie, qui est une copie 17e, pardon, qui est fautive. C'est-à-dire qu'au lieu de noter Freda exigenda, on a noté Feuda exigenda. Et en fait, la copie s'explique par des lettres qui sont conservées dans la collection Clérambault, avec donc lettre de l'intendant d'Auvergne en 1679, dans laquelle il explique que les habitants d'Aurillac ont présenté donc ce texte de 899 pour se faire dispenser des droits de franc-fief. Et donc ils font un raisonnement en expliquant que les Feuda exigenda, il devrait dispenser de droits de franc-fief, et il répond que Feuda exigenda, eh bien, ça renvoie pas du tout à une exemption du droit de franc-fief, mais aux concessions accordées à l'abbé de Saint-Géraud de pouvoir contraindre ses vassaux. Et donc on voit bien là comment le texte a été lu. Alors, a été lu de travers. Alors en fait, quand on fait la collation, on s'aperçoit qu'il y a une vraie fragilité paléographique parce qu'il y a d'autres passages qui posent problème. Mais là, je pense que si on a lu Feuda, c'était justement parce qu'il était question de franc-fief, et donc on avait très envie que le texte parle de fief. Voilà. Alors, en conclusion, il me semble que ce qu'on fait avec d'autres, hein, puisque je vous ai cité tout un tas de programmes qui vont quand même dans le même sens, ça permet d'historiciser finalement le troisième pôle du triangle historiographique. Hein. Ça fait longtemps qu'on a historicisé la réflexion et le discours des historiens et des historiennes, c'est ce qu'on appelle l'historiographie, qu'on a historicisé le passé, hein, depuis longtemps médiéval, depuis Duby, hein, et Bouvines, on travaille sur histoire et mémoire finalement. On a historicisé aussi en médiéval les sources en s'interrogeant sur ce qu'elles deviennent au Moyen-Âge. Il me semble qu'on peut aussi s'interroger sur ce qu'elles deviennent à l'époque moderne, et finalement pourquoi on a des sources. Hein. Ce qui permet, je crois, de répondre en partie à l'appel lancé par Joseph Morcel en 2016, hein, en travaillant sur le sens de la longue durée, et alors c'est une conviction personnelle, mais je pense que un de nos rôles sociaux dans une société qui est quand même rongée par un présentisme à courte vue, c'est de rétablir le sens d'une vraie longue durée. C'est un peu effrayant des fois quand on entend certains journalistes expliquer qu'on va parler de longue durée et on s'aperçoit qu'ils parlent de ce qui va se passer dans 2 ans. Et puis, peut-être que c'est l'occasion de réactualiser, de revivifier la métaphore de la source, hein, puisque finalement, la source, en fait, il y a une vie de la source avant la source. Hein. La source, elle s'inscrit dans un cycle de l'eau, et la source, c'est la résurgence d'une eau qui a coulé de manière souterraine
mais qui s'est chargé en éléments lors de son passage dans les couches géologiques. Hein, évidemment, là, c'est l'Auvergnat qui parle, hein, on pense à Volvic. Et donc, finalement, la métaphore de la source est peut-être plus intéressante que ce qu'on aurait pu penser si on prend en considération ce qui s'est passé en amont, évidemment, de la source. Hein. Donc, la source, pour nous, qui nous informe sur tel ou tel fait, elle a tout un itinéraire. Des nouveaux territoires à partager entre médiévistes et modernistes, et donc permettre de se retrouver et de dialoguer. Hein. Et puis donc j'espère qu'on aura une variété des profils, enfin j'ai essayé qu'on ait une variété des profils, des objets et des approches. Hein, donc lors des 10 webinaires qui vont suivre, avec 2 regrets. Pas de choses sur l'écrit littéraire, et c'est dommage, peut-être que ça pourrait donner lieu si on poursuit à l'avenir, et puis la nécessité d'élargir l'horizon géographique. Merci. Alors, j'ai fait... Je vais arrêter le partage d'écran. Voilà. Et voilà, j'ai parlé beaucoup trop longtemps en fait, donc voilà, c'est pas bien. Et je vous propose de discuter un peu quand même. Ouais, moi, si je peux peut-être lancer la discussion. Je voulais juste confirmer ce que tu as signalé tout à l'heure. En fait, plus généralement, c'est pour toute la... Alors, je ne sais pas l'Aquitaine du Sud, mais en tout cas, toute l'Aquitaine du Nord, Poitou, Saintonge, Angoumois et sans doute le Limousin que tu as évoqué également. Mais Poitou et Saintonge, si on n'avait pas les écrits modernes, on aurait sur certains départements pratiquement rien. Et il y a des grosses abbayes comme par exemple Charroux, le très beau cartulaire de Charroux, qui n'est connu que par des copies modernes. Saint-Savin, les rares, qui est pourtant une église mondialement reconnue par l'UNESCO, et on a que quelques bribes, et c'est tout des copies. Donc effectivement, en tant que médiéviste, de toute façon, le passage par les copies modernes est essentiel. Voilà, c'était juste pour confirmer et pour lancer la discussion. Que tu es aussi orpheline que moi, en fait. Oh, bah oui, je pense que pour le département de la Charente-Maritime, donc au Nice-Saintonge, je pense que je le suis beaucoup plus, parce qu'en fait, aux archives de La Rochelle, il y a que quelques registres notariaux qui sont conservés. Il doit y avoir le cartulaire de l'hôpital Saint-Barthélemy, hôpital Offredi, et c'est tout. Donc en fait, les grosses abbayes comme Saint-Jean d'Angély, comme l'abbaye Dame de Sainte, alors c'est un autre problème puisque les archives ont brûlé en 1871, mais on n'aurait rien du tout. Donc, et c'est vrai que le fait, alors, le fait que toutes les abbayes, ou du moins les prieurés de cette zone-là, aient relevé d'abbayes extérieures, permet d'avoir justement des archives de prieurés dans les archives des maisons mères, par exemple la Chaise-Dieu en Haute-Loire ou d'autres. Mais pour le reste, tout ce qui était sur place a totalement disparu. Et là, le rôle de Don Fontenot notamment, qui était un excellent copiste et qui a copié toute sa vie sans jamais faire de synthèse, mais les 80 volumes sont extraordinaires. Et là, c'est une mine à creuser, quoi. Mais là aussi, ça vaudrait le coup de numériser, non? Alors, les volumes de Don Fontenot sont numérisés. Ils sont numérisés. Ils sont tous accessibles en ligne sur le site de la médiathèque. Le problème, c'est qu'en fait, jusqu'au volume 23, je crois, il y a un inventaire qui a été fait pièce à pièce.
par les membres de la SAO, mais pour les 60 derniers volumes, on sait même pas, on n'a pas de liste de tous les documents qui ont été copiés, qui mêlent des documents médiévaux, des documents Oui, bah oui, modernes, eh oui. des mémoires historiques, qui copient des choses sur Don Estienne. Enfin bon, c'est un... Donc on a un projet qui est encore un peu nébuleux de travailler dessus, mais on peut le faire que de manière collective. Oui. Si je peux me permettre d'intervenir aussi pour rebondir sur ce que vous présentiez en conclusion sur la longue durée, c'est vrai que on pourrait dire qu'il y a deux volets dans cet intérêt des médiévistes pour l'époque moderne. Il y a à la fois aller chercher des sources qui n'existent plus, mais il y a aussi étudier, alors ce que les archéologues ont fait dans un courant assez récent, c'est de faire des biographies d'objets, donc de pas seulement considérer par exemple une boucle de ceinture à son époque de production, mais aussi de voir comment elle a pu changer de sens, même jusqu'à des réinterprétations parfois au XXe siècle, comme on peut imaginer avec, je sais pas, le pseudo anneau de Jeanne d'Arc ou des choses comme ça. Et du coup, il y a un intérêt qui nous met aussi, ça, je trouve que c'est toujours intéressant, surtout pour voilà, moi qui suis historienne de l'art et qui travaille sur le patrimoine, face ensuite à notre propre approche du patrimoine. Et j'imagine que pour les textes, on peut aussi avoir la même réflexion, parce que ça nous permet de réinterroger aussi notre propre rapport à l'objet, au texte. Et donc, c'est ces deux volets que souvent, en fait, on mène parallèlement, en fait, parce qu'on ne peut pas utiliser les copies modernes ou les dessins modernes d'objets ou de textes médiévaux sans aussi réfléchir sur l'époque qui les a produits et la comparer avec la nôtre dans son rapport à la mémoire, notamment. Voilà, en tout cas, je profite aussi d'avoir la parole pour vous remercier parce que ça m'a paru très court en fait. Vous avez compris en tant que ça a été trop long, ça m'a paru très court et très dense. Et donc, je vous remercie pour cette très riche présentation. Merci, mais non, je suis d'accord aussi effectivement qu'il y a un vrai intérêt, oui, à travailler sur la réception longue, et ça a l'intérêt aussi de nous rapprocher des archéologues, et donc de permettre d'ouvrir des dialogues. Alors après, par exemple, une histoire des bibliothèques, ça se fait depuis longtemps, en histoire des archives depuis un certain temps. Je ne sais pas comment demander la parole. Est-ce que vous m'entendez là Oui. Pardon. Oui, je voulais revenir là-dessus pour rappeler que dans la norme technique, alors je suis désolée, c'est de la cuisine interne, là je m'exprime du côté des métiers de la conservation. En fait, l'historique de la conservation et l'historique sont plutôt des fonds et des collections, font partie depuis, on va dire une vingtaine d'années, vraiment de la description même des documents. Et avant d'être une balise, enfin quelque chose de très très technique, c'est quelque chose qu'on trouvait dans ces fameuses introductions dont on dit toujours aux étudiants, et parfois pas qu'aux étudiants, qu'il faut absolument qu'ils les lisent. Simplement, on a une vraie difficulté par rapport à votre besoin d'historien et même à notre besoin quand on passe de l'autre côté de la barrière, c'est qu'on est très souvent au niveau de la collection, là où le besoin peut porter sur l'objet et parfois même sur l'intérieur de l'objet quand on est sur des objets composites. Donc, il y a un peu, comme très souvent, il y a une différence de granulosité de l'information, si j'ose dire. Mais c'est vraiment quelque chose qui fait partie de nos métiers. Et à mon avis, là-dessus, on pâtit énormément de questions institutionnelles, du fait que les formations sont séparées, que l'exposition à la recherche universitaire des conservateurs est insuffisante. Excusez-moi, je le dis brutalement, mais que d'un autre côté, la compréhension de la cuisine interne du côté des historiens l'est aussi. C'est différent avec les archéologues parce qu'ils ont un petit peu les doubles facettes dans leur métier. Mais moi, c'est vrai que bon, je me joins à Aude Morvan, l'intervention était passionnante et ne m'a pas du tout paru longue. Le seul moment où j'étais un petit peu... c'est finalement, on voyait beaucoup cette idée que j'ai eue aussi lorsque j'étais à l'école de Chartres, que je faisais ma thèse, qu'il pourrait y avoir des documents authentiquement médiévaux. En fait, quand on est passé de l'autre côté et qu'on est dans la gestion, dans le suivi de ces documents,
ce concept même ne fonctionne pas. Ces documents ont été créés au Moyen-Âge et c'est très très bien décrit par Joseph Morcel. Et ils se sont ensuite chargés de toute une série d'interventions, ce qui fait que d'une certaine manière, ils sont ni médiévaux ni modernes, ils sont parfaitement contemporains. Jusqu'à la dernière restauration que vous allez faire dessus et qui elle-même va traduire la conception que vous en avez. Et en fait, il y a vraiment, je pense, un enjeu énorme avec l'ensemble des historiens à réadmettre que tout accès à la documentation se fait par cette série de prismes qui sont des prismes dans sa gestion, des prismes dans sa compréhension, dans la valeur qu'on lui donne. Parce que sans ça, je pense qu'on reste aveugle à la manière dont notre documentation est totalement construite. Et c'est pour ça d'ailleurs que pour moi ce webinaire est passionnant. C'est cette idée que Le Goff exprime aussi, qui est déjà présente chez Marc-Bloch, qui dit quelque part dans Apologie pour l'histoire qu'un historien doit toujours faire l'histoire de ses sources. Mais une fois que c'est posé, très souvent c'est traité presque en termes de déterminer le bon grain de livret, essayer d'identifier ce qui est originel par rapport... Alors, malgré tout, c'est présent. Je pense qu'il y a vraiment un enjeu à voir la documentation avec tout ce dont elle s'est chargée au cours des différentes interventions, y compris la part très contemporaine. Et pour nos deux métiers. Non, mais je suis d'accord, alors d'abord, je pense qu'on n'en est plus tout à fait au tri entre le bon grain et l'ivraie quand même, et depuis un moment. Là, je vous trouve sévère. Non, mais je suis d'accord en fait que, oui, d'accord, tous les documents sont contemporains puisqu'ils existent aujourd'hui, et effectivement, c'est quelque chose qui est important, y compris pour nos propres contemporains, c'est-à-dire que leur faire comprendre que on travaille sur des... Mais il n'empêche quand même qu'il y a des documents qui ont été produits au Moyen-Âge, et là, on a un parchemin médiéval et on a une écriture médiévale, et donc on peut se poser un certain nombre de questions sur le parchemin, sur l'encre, sur l'écriture, sur les signes de validation, etc. Et que quand on a affaire à un document qui, lui, a été produit au XVIIe ou au XVIIIe siècle, les types de questions ne sont plus les mêmes, quoi. Non, ça, voilà. je suis tout à fait d'accord. Ce qui me paraît important, par contre, c'est de garder l'idée que ça ne correspond pas nécessairement à une hiérarchisation de l'intérêt des sources ou de... Voilà, et c'est pas... Comment dire ? On voit très bien quand on accueille un étudiant en salle de lecture qu'il y a un travail de déprise. Alors évidemment, pas des chercheurs plus confirmés, mais quand on débute, il y a un travail de déprise par rapport à cette espèce de mythification du vrai original. Et c'est encore présent, malgré tout. C'est peut-être plus une question de formation, effectivement, que d'état de l'historiographie. Là, je suis d'accord avec vous. Et deuxième point, mais qui n'a rien à voir, pour moi, la question de la chronologie du débat est absolument passionnante, puisque c'est à partir des années tournantes de débat que la bibliothèque jésuite que j'étudie commence à faire rentrer des documents médiévaux. Les bibliothèques jésuites fondées au XVIe siècle sont un bon point d'observation sur cette question. Ça a été une de mes surprises quand vous avez posé le sujet, enfin c'est un sujet qu'on avait évoqué en amont, puisqu'elles n'ont pas de fonds médiéval par héritage. Donc ceux qui rentrent dans les collections, lorsque ça ne rentre pas par un don massif antérieur, ce qui est vraiment acheté ou sélectionné, c'est un choix conscient de faire entrer du document médiéval dans une collection moderne. Donc ça veut dire que ça a une valeur, parfois financière élevée. Et là, vous m'avez donné toute une série de pistes. Je ne peux pas en dire plus parce que maintenant, il va falloir que je lise, que j'exploite et que j'essaie de comprendre. Mais ça donne du sens au fait à des achats qui sinon étaient, en tout cas, relevés d'une rationalité qui m'échappait un petit peu au-delà des questions symboliques. Là, beaucoup moins. Donc, merci beaucoup. Je crois que Vincent Ferré voulait intervenir. Oui, pour vous remercier également pour la présentation qui était extrêmement intéressante et pour cet appel final au décloisonnement, si on veut. Donc, vous avez mentionné des littéraires médiévistes, Sébastien Douchet, Véronique Dominguez, qui travaillent en fait dans le sillage d'une collègue, Michel Galli,
qu'il faut mentionner ici, GA2LY, parce qu'elle-même a contribué à faire vivre l'héritage de Zumthor, qui est vraiment du côté des littéraires moderniste un peu oublié, du côté des médiévistes, son statut est un petit peu débattu. Et donc, je mentionnais Michel Galli qui a publié en 2000 un beau volume intitulé La trace médiévale des écrivains d'aujourd'hui. En fait, c'était un colloque qui s'est tenu en 95. Donc, chronologiquement, ça nous donne une idée. Avec Michel Galli, on travaille depuis 15 ans dans une association qui s'appelle Modernité médiévale, donc du côté des littéraires. Si vous avez envie, vous pouvez trouver sur hypothèse.org Modernité médiévale. Puis, comme vous l'avez dit, il y a un petit historique des études du côté des littéraires, alors américains, Studies in Medievalism, toute la bataille qu'il y a pu avoir autour de la récupération de ce domaine en pleine émergence dans les années 90. J'en ai proposé un petit historique au début de mon HDR, que je n'ai pas encore eu le temps de publier pour diverses raisons, et qui est en ligne sur HAL, si vous avez envie de trouver. Voilà. C'est assez bref, concis, et un jour, ça sortira en volume. En tout cas, merci beaucoup, parce que tout ce que vous avez dit, c'est vraiment dans la lignée de ce qui, malheureusement, ne se fait pas assez souvent, c'est-à-dire un décloisonnement, une collaboration. Moi, je suis assez frappé de voir le morcellement alors culturel, linguistique, géographique, de la multitude de cercles qui travaillent sur le rapport au Moyen-Âge et l'usage du Moyen-Âge, comme vous l'avez dit, et qui communiquent assez peu entre eux. Alors, il y a des clivages d'ordre linguistique, c'est frappant, évidemment. Les Américains ne veulent absolument pas lire ce qui se fait en France, du moins dans mon domaine et du côté des médiévistes, mais vous faites sans doute la même observation, et il y a beaucoup de choses à améliorer de ce point de vue-là. Donc, merci vraiment beaucoup, Sébastien. Ça va, vous m'avez entendu? Oui, oui, très bien. Très bien, parce que parfois l'image s'affiche un peu. Madame Lourdes Rosa? Ah oui, tout d'abord pour m'excuser du retard avec lequel j'ai entré dans votre réunion, mais en effet j'étais dans une réunion et surtout j'ai confondu l'heure, je n'ai pas remarqué que vous êtes toujours en avance. Oui. Par rapport à nous. Donc, merci et j'essaierai d'être plus, comment on dit, ponctuelle dans les prochaines sessions. Merci. J'ai pu encore profiter un peu de votre dernière exposition, des dernières questions. Donc, je suis complètement ravie avec ce séminaire. Et je propose, si vous voulez, dans le prochain webinaire, on pourra inclure un exemple portugais parce que nous travaillons en plein avec cette question des documents médiévaux qui sont transmis dans des sources postérieures. Donc, très volontiers. Merci. Oui. Merci beaucoup. C'était fascinant et je voulais justement vous remercier pour la richesse de votre présentation. Et ma question est d'ordre général, mais je voulais vous demander si au cours de vos recherches, vous avez identifié ces copies qui circulent à un niveau transnational, international, et si tel était le cas, que pense-t-on des traductions de ces textes médiévaux à l'époque moderne, en vernaculaire ou vice-versa dans d'autres langages? Alors, je ne suis pas sûr d'avoir compris ce que vous voulez dire par circulation internationale. Vous présentez ces copies qui circulent localement, régionalement, mais je me demandais aussi, comme on est dans cette optique de la République des lettres, sur la circulation des textes médiévaux en Europe, par exemple, dans des textes... Si, parce que en fait, les publications des érudits, de toute façon, là, elles circulent à l'échelle de la République des lettres. Donc on sait très bien qu'ils se lisent les uns les autres. Et de toute façon, en fait, c'est d'autant plus facile que les textes médiévaux en question, massivement, même s'il y a des textes en langue vernaculaire, mais enfin massivement sont en latin, et les publications sont en latin. Donc ça circule et non, il y avait un article de Paul Bertrand sur la réception du De Re Diplomatica, par exemple, qui montre très bien comment le texte de Mabillon a une réception européenne. Bon, et puis après, oui, on voit bien que... Alors, ils ne se citent pas toujours. Par exemple, Leibniz et Mabillon, manifestement, se sont lus l'un l'autre, mais ils ne se citent pas.
pour des raisons probablement confessionnelles. Je ne sais plus qui est-ce qui parle de ça et qui explique qu'on voit bien qu'ils se sont lus, mais qu'ils ne se citent pas. D'ailleurs, en fait, il y a ils apparaissent dans la correspondance l'un de l'autre, mais ils ne se citent pas dans leurs publications parce que manifestement, le fait que l'un soit catholique et l'autre protestant, ça pose problème. Voilà. Mais ils se lisent, hein, et donc les textes circulent effectivement à l'échelle européenne. Et il y a même d'ailleurs, mais ça c'est bien connu, par exemple les mauristes font des voyages en Italie notamment, hein, où ils vont récolter des manuscrits. Donc ça circule sans problème. Après, bon, des gens de moindre envergure, je ne sais pas, il faudrait, là pour le coup, il faudrait regarder, je sais pas moi, un Odo JC par exemple, je ne sais pas du tout quelle est la diffusion de son texte, quoi. Là, c'est vraiment des spécialistes d'études du livre moderne qui pourraient répondre, quoi. Voilà. Élise ? Oui, bonjour. Alors, je vais remettre ma vidéo. Voilà, alors merci. Je vais arriver avec mes gros sabots de littéraire d'une part et de Césémus d'autre part. Donc, j'espère que je ne tomberai pas non plus à côté des enjeux. En tout cas, j'étais très intéressée effectivement par cette question du rapport aussi à la matérialité de la source et la nécessité de revenir sur cette question-là, qui sont aussi des questions qu'on se pose beaucoup pour les textes littéraires anciens. Là, je laisse de côté ça. Mais je me demande aussi dans quelle mesure, finalement, la réflexion que vous proposez n'aurait pas aussi intérêt à se poser la question des faux, justement, oui, des médiévaux, oui. Qu'on fait émerger, qu'on fait ressortir. Au XVIe siècle, on commence à en voir arriver quand même un certain nombre. Hein, ça se multiplie ensuite. Alors, pour des questions, par exemple, de justification généalogique ou d'autres choses d'ailleurs. Et il me semble que justement cette création de faux, cette utilisation de faux, ces manipulations de sources aussi qu'on publie à ce moment-là et donc qu'on médiatise, disent quelque chose d'une part de la transmission, effectivement, de la source médiévale et de la manière dont elle est conçue, dont elle est reçue, dont elle est interprétée, de la valeur qu'elle peut représenter. Il me semble que du côté de l'imaginaire de la source, autour de cette question du faux, il y aurait aussi quelque chose à explorer, mais voilà, c'était une remarque aussi en passant. Non, mais merci. Alors, en fait, ouais, j'en ai pas parlé, peut-être parce que pour un médiéviste, c'est évident, en fait, mais c'est un tort. Parce que c'est la grande époque où enfin, j'en ai vraiment dit deux mots, c'est la grande époque où on se pose la question des faux médiévaux, en fait. Et notamment, Olivier Poncet a montré que déjà chez Belly, il y a tout un raisonnement. Donc Belly, qui est un érudit les années 1630-1640, c'est un contemporain de Duchesne. Il y a tout un raisonnement sur comment s'assurer de l'authenticité d'un acte. Et en fait, il pose déjà des questions qui vont être ensuite les questions de Pape-Broc et de Mabillon. Et il y a aussi, alors il y a une affaire assez curieuse qui est Justel. Donc c'est pareil, c'est la même génération que Belly et Duchesne. Et il y a une correspondance du fils de Justel qui explique que son père avait fait tout un traité pour discerner les faux parmi les actes royaux et que c'était tellement scandaleux qu'il l'a jeté. Il l'a mis au feu. Voilà. Par contre, je ne suis pas sûr qu'on utilise à l'époque moderne, en tout cas, je n'ai pas d'exemple, peut-être que Laurent Morel ou Sébastien Barret en auraient, des textes reconnus, enfin, qu'on utilise volontairement des textes reconnus comme faux. S'ils sont faux, alors on peut utiliser des faux médiévaux qu'on n'a pas dépistés, parce qu'ils ne sont pas toujours non plus... Enfin, si, on en parlera peut-être avec Jean Berger et l'affaire des faux de Brioude, justement. Mais voilà, normalement, l'idée, c'est plutôt de... Mais par contre, il y a toute la question des faux d'érudition. Alors là aussi,
Et il y a des choses assez troublantes. Par exemple, au Puy, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, il y a un petit cas marrant où ils ont manifestement essayé de retourner contre les diplomatistes la diplomatique. C'est-à-dire qu'en fait, le faux a été fabriqué pour... Mais c'est très scolaire, en fait. Ça répond totalement au traité de Tassin et Toustain, quoi. En fait, le traité de Tassin et Toustain a manifestement été utilisé comme guide de confection du faux. Sauf qu'on s'aperçoit que c'est un faux parce que le truc débarque dans un procès, 30 ans avant, il n'existait pas. Enfin, bon, voilà, quoi. Et puis, après, il y a des critères internes qui permettent de montrer que... Mais, et je ne sais plus quel est le Maurice qui a dû faire l'expertise, et qui a fait l'expertise en disant ah ben non mais c'est un acte authentique puisque bon voilà, enfin le Mauriste il reprend puisque là on est milieu 18e, donc il reprend Tassin et Toustain et manifestement en fait on a retourné contre lui son savoir-faire, quoi. Voilà, donc merci d'avoir souligné ce point-là sur lequel j'avais été trop rapide, effectivement. J'avais annoncé que j'arrivais avec mes gros sabots, donc les évidences des médiévistes ne sont peut-être non pas... mais il fallait, hein. Aude? Je voulais rebondir sur la question précédente de Fabien Monché. En fait, il y a plusieurs échelles qui sont intéressantes à l'époque moderne. C'est à la fois l'échelle internationale, des correspondances d'érudits entre eux qui s'envoient des textes. Et puis, il y a aussi, je pense, une circulation Paris-Province qui se met en place bien avant la naissance de la province antiquaire, pour reprendre le titre de l'ouvrage d'Olzide Parsi. Et j'avais... un peu consulter les documents préparatoires de François Duchesne pour l'histoire de tous les cardinaux François de naissance, où en fait, il ne bouge pas de Paris, et puis il a tout un réseau d'érudits locaux, on dirait aujourd'hui. Puis il y avait même son correspondant de Dijon qui lui envoie des colis de moutarde en même temps que les textes. Donc il y a toute une sociabilité, on va dire, érudite qui se prolonge même ensuite au XXe siècle. Il va peut-être se structurer avec les sociétés savantes au XIXe siècle, mais qui naît déjà. Enfin, après, moi, je ne connais pas le XVIe siècle, mais au moins pour le XVIIe, on voit qu'il est très d'entrée avec des gens souvent qui font partie des administrations, donc une aristocratie qui fait partie des administrations de l'État dans les villes, qui du coup a une bonne connaissance de la généalogie, qui a quand même une bonne connaissance des textes, qui est capable de copier des textes, et on voit qu'il se passionne en fait, donc il fait ça vraiment par intérêt purement désintéressé. Et c'est intéressant aussi de voir ce qu'ils sont le souci des érudits, notamment de François Duchesne, qui cite précisément ses correspondants ensuite, notamment dans le volume de preuves. Et donc il y a plusieurs échelles de réseau à cette époque-là, et notamment alors je ne sais pas pour les autres pays, c'est vrai que le cas français est particulier, parce qu'il y a cette centralisation vraiment propre. Dans d'autres pays, je ne sais pas si on peut observer la mise en place d'un rapport entre un centre et une province, si elle existe. Après, la centralité de Duchesne, je me demande si c'est pas aussi... Enfin, moi, je me méfie quand même de l'effet de source de la collection Duchesne et de la correspondance de Duchesne, quoi. Je me demande si des fois... parce que, par exemple, justement, quand Miller se centre sur Peiresc, Peiresc, il n'est pas à Paris, et c'est Peiresc qui devient central, et on voit mais je suis d'accord sur la sociabilité et peut-être que c'était moins le cas au XVIe, si j'en crois ce que disent les spécialistes. Au XVIe, j'ai l'impression qu'ils se focalisent essentiellement sur le trésor des chartes, en fait. Je crois que Laurent Morel voulait intervenir. D'abord, pour m'excuser, puisque j'ai été pris par une autre visioconférence, et donc je n'ai pu avoir votre webinaire qu'en retard. Donc je suis désolé, je n'ai pu assister qu'à un petit 25 minutes ou 30 minutes, et donc je suis arrivé au moment où vous parliez du Ius Archivi et de cette question. Un des héritages de Ius Archivi, enfin plutôt, le Ius Archivi est un peu l'héritage plutôt du locus credibilis, c'est-à-dire en fait de cette idée très médiévale, effectivement, qu'il y a des institutions qui abritent des archives
que certaines ne dédaignent pas. Il y a des archives ecclésiastiques de certains monastères importants, qu'il s'agisse de Saint-Benoît-sur-Loire ou bien de Saint-Denis, une notion qui recouvre en fait cette idée que, eh bien, il y a des institutions qui ayant une vocation, comme on dirait, de service public à l'époque médiévale, si je veux dire, parce qu'elles sont proches de la royauté et qu'elles assurent un service liturgique et spirituel, disons, particulier, s'arroge le droit de dire que il y a de l'autorité dans les documents que conservent leurs chafriers. Donc, c'est quelque chose qui, à mon sens, se trouve, de même que la notion de locus credibilis particulièrement active en Europe de l'Est, enfin en Europe médiane, orientale, c'est une notion, disons, qui va assez bien à l'origine de la lignée qui conduit au Ius Archivi. Il me semble de cette revendication que l'autorité vient de l'endroit où ça se trouve. C'est quelque chose sur lequel d'ailleurs aussi Olivier Guyogenas avait travaillé un petit peu, disons, dans certaines remarques concernant le XIVe et XVe siècle. Alors, il y a, là, à propos des passages, enfin, disons, des passerelles et de la longue durée, des travaux ont été faits, je ne sais pas si tu en as parlé, Sébastien Frey, je ne sais pas si on a parlé des techniques d'édition. Et en la matière, enfin, je veux dire, la généalogie des pratiques éditoriales a été un des moyens par lesquels l'érudition, disons, des médiévistes, disons, a regardé un peu mieux la généalogie de ses propres pratiques actuelles. Et elles sont le fruit d'une sédimentation de pratiques avec abandon de certaines, et puis des innovations, etc. Et donc, c'est une généalogie longue sur laquelle, par exemple, les conseils pour l'édition des textes médiévaux publiés par l'École des Chartes, disons, attirent l'attention en montrant comment un même texte a été publié depuis la première, si j'ose dire, édition dans un cartulaire médiéval, par exemple. C'est ça. Enfin, je trouve. Alors, il y a un des points sur lesquels le faux est parfois très attachant. Enfin, je veux dire, le point, c'est le problème de la fiction. C'est-à-dire, je ne sais pas, c'est là où peut-être il y a des documents fictifs qui ne sont pas des faux. C'est-à-dire que tu as parlé toi-même de documents scolaires, mais il y a cet art de la fiction et cet art qui pourrait intéresser l'époque moderne dans la mesure où faire médiéval, c'est peut-être quelque chose qui serait à pister, effectivement. Mais alors là, c'est un domaine que je ne maîtrise pas du tout. Pour ce qui est de la critique diplomatique, tu as évoqué Belli, tu as évoqué, on pourrait parler de Peresque aussi, effectivement, et puis de la constellation des érudits du XVIIe siècle. Mais j'aime attirer souvent l'attention sur le fait que cette critique diplomatique n'est pas née, contrairement à ce qu'on dit, avec Lorenzo Valla, mais disons, on la voit très bien, non pas naître, mais s'exprimer tout simplement à différents moments depuis le Haut-Moyen-Âge. Le problème, c'est nous avons des traces de cette critique diplomatique quand elle s'exerce et quand elle trouve les besoins de s'exercer. Or, la critique diplomatique ne s'exerce finalement que lorsqu'on a besoin de l'exercer. Et donc, tant qu'on n'en a pas besoin, on ne le fait pas. Mais on voit que la sagacité, disons, critique est, disons, stimulée par les conflits, et on les repère aisément au XIIe, XIIIe siècle, pour ne pas parler de période antérieure. Et par conséquent, je crois que là aussi, la longue durée permet d'éliminer l'idée qu'il y a une rupture, disons, occasionnée avec certains grands noms du XVe siècle. Je pense que Yatt avait, disons, avait attiré l'attention sur ce point dans son livre sur les faux au XVe siècle. Enfin, voilà, donc je m'arrête là. En tout cas, merci beaucoup. C'était très intéressant. C'était un bouquet, si j'ose dire, d'idées, de suggestions. Voilà, merci. Merci pour les compléments. Oui, non, juste, alors,
je l'ai dit, juste une phrase, mais je suis d'accord effectivement que la critique diplomatique, elle est déjà médiévale. Ce qui est peut-être nouveau quand même chez des gens comme pas chez Valla d'ailleurs, qui à mon avis a un point de vue qui n'est pas du tout un point de vue historique. Hein. Moi, je suis de moins en moins persuadé que le point de vue de Valla soit historique, parce que quand Valla fait de l'histoire, il n'utilise pas de documents. En fait, c'est vraiment de l'histoire au sens narratif, presque cicéronien du terme. En revanche, ce qui me paraît quand même nouveau chez des Belli ou Justel, c'est justement c'est de poser la question de la critique diplomatique au service de l'histoire. Ah oui, tout à fait. Mais ça, c'est parce que vous me direz si je me trompe, mais il me semble que les cas de critique diplomatique qu'on a au Moyen-Âge, c'est dans une histoire de conflit. C'est dans un contexte judiciaire ou juridique. Un contexte judiciaire, oui, ou de litige de toute façon. Ouais. Oui, tout à fait, hein, je suis tout à fait d'accord. Il faudrait peut-être, disons, fouiller un petit peu plus, hein, cela quand même, parce que je ne pense pas que le regard critique de certains historiographes médiévaux n'existe pas. Mais il faut certainement peut-être le débusquer de manière de soulever des voiles un petit peu. Je crois que ça existe quand même dans l'art des pièges justificatifs. C'est-à-dire que, et notamment dans la manière dont on présente un document comme piège justificatif, c'est-à-dire qu'on attire l'attention sur le fait que c'est un document qui est vrai. Par conséquent, ça veut dire qu'on postule qu'il y a tout de même en amont, éventuellement, un regard, disons, critique entre guillemets, mais non, il ne faut pas exagérer non plus dans ce cas. Voilà. Merci. Bon, écoutez, je vous remercie vraiment à tous pour cette discussion nourrie. Et puis donc, je répète, je vous dis à lundi, même heure, 16h, pour l'intervention d'Estelle Ingrand-Varenne sur l'épitaphe de Godefroy-de-Bouillon. Voilà, je vous souhaite un bon week-end. Merci beaucoup, Sébastien. Sébastien, à bientôt. Au revoir. Merci à tous.